Au-delà du symbolisme du parrainage, je considère que cet événement, précurseur de partage d'expériences et de passation de flambeaux, à partir de ce jour, la seule différence entre nous, c'est l'expérience, qu'il ne faut pas confondre avec l'ancienneté. C'est la raison pour laquelle votre parrain m'a demandé de vous entretenir d'un thème qui pourrait vous préparer à l'entrée dans la vie active. C'est l'objet de mon intervention sous le thème « Quel type d'ingénieur ?» Vous êtes appelé à gérer des projets, à justifier le dimensionnement des ouvrages, à fournir des éléments d'aide à la décision aux décideurs. Je pars de mon expérience dans mes domaines de compétences pluridisciplinaires pour m'adresser à vous en étant le plus pratique possible pour favoriser des échanges que j'espère fructueux. De l'idée de projet jusqu'à la jouissance de l'ouvrage, l'ingénieur se présente sous plusieurs facettes, sous différentes fonctions avec des responsabilités diverses et variées, et encore très souvent avec des spécialisations différentes. Mais c'est toujours l'ingénieur qui parle sous une compétence précise. Le plus souvent, on ne parle de projet que quand une idée de réaliser un ouvrage est née pour répondre à un besoin, dont la formalisation est prise en charge par des spécialistes. Puis viennent la conception, l'évaluation, la disponibilité du financement et la réalisation dans un délai bien étudié et une parfaite maîtrise des coûts. À défaut, je m'exclus de la notion de projet quand les délais de base et les coûts sont multipliés par 2 à 4, sans même que j'ai besoin de parler de qualité. Le plus souvent, cela est dû à l'absence d'un acteur dans la chaîne de production d'un ouvrage. Vous percevez déjà votre responsabilité dans la réussite d'un projet. La formation d'ingénieur nécessite beaucoup de calculs à vous donner des vertiges, dont le seul but est de vous fournir les outils en vue de la justification de la conception de la stabilité d'un ouvrage, le plus économiquement possible. Et j'insiste sur cette notion de plus économiquement possible, surtout dans des pays disposant de peu de ressources pour réaliser des projets. En effet, dans toute votre formation, vous devez avoir à l'esprit que toute étude doit être justifiée par des calculs précis, clairs, bien référencés, et dont les objectifs principaux sont sécuritaires, économiques et préventifs de la gestion contentieuse en cas de sinistre. Vous avez souvent l'impression que vous n'aurez que des calculs de dimensionnement de structure à faire. C'est ça que vous avez l'impression souvent. Mais l'expérience nous montre que la partie étude est la plus importante dans le cycle de production d'un ouvrage. Par expérience, je l'apprécie à 60% de la réussite d'un projet. Seulement, l'organisation professionnelle est telle que vous n'avez pas la latitude de concevoir tout seul et de réaliser les ouvrages sous votre seule autorité et en attester la conformité au grand plaisir des donneurs d'ordre ou utilisateurs, assurer sa pérennité et trouver le financement. Pour éviter d'être juge et partie, d'autres structures intermédiaires existent, ayant pour mission de s'assurer que la conception et les calculs justificatifs sont conformes aux normes et règles édictées et étudiées dans votre cycle d'ingénieur. Que le financement est possible et disponible, de trouver les garanties nécessaires en cas de sinistre, etc. De là, vous pouvez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que nous attendons de vous? Quel type d'ingénieur? Bien que vous soyez préparé à faire de gros calculs,
il faut sortir un peu de ce cadre pour contribuer à la réflexion, d'organisation et de développement. C'est dans cette dynamique que je vais mener ma réflexion. Permettez-moi, avec un peu de tolérance, de partir d'un paragraphe d'un courrier de condoléances adressé au président de la République à la suite d'un accident meurtrier de car de transport en commun sur la route de Tamba, préférant circuler la nuit. Je cite. « La meilleure prévention, c'est le respect des lois et règlements. Aussi bien pour la création d'emplois dans laquelle vous attend la majorité de la jeunesse que pour la sécurité des personnes et des biens, personne n'attend de vous descendre sur le terrain, créer vos propres entreprises ou mettre en œuvre les dispositions sécuritaires pour préserver la vie des citoyens. » Félicitations. Quel que soit le chef de l'État, la solution aux yeux de la population passe par des lois et règlements pour booster tel ou tel secteur. Il en sera de même pour la prévention des risques. Je peux utiliser les mêmes termes en m'adressant à vous à propos de l'organisation de votre secteur professionnel. Car la meilleure façon de favoriser l'impact, par exemple, du bâtiment et des travaux publics dans la formation du produit intérieur brut et l'organisation du secteur. Personne n'est mieux outillé que vous pour y contribuer. Et je souhaite, par rapport à ce qu'on vient de faire aujourd'hui et que c'est la première fois dans cette école, vous constituer ce référentiel de base. Dans un bureau d'études, vous êtes appelé à faire de la conception, à calculer les éléments de structure, à faire l'évaluation des coûts et éventuellement suivre les chantiers à la demande pour régler des problèmes techniques. Vous êtes un ingénieur d'études. Dans l'entreprise de construction, vous débutez souvent comme un conducteur de travaux, chef de projet. Vous préparez les réponses aux appels d'offres avec d'autres techniciens et ingénieurs de spécialités différentes. Vous êtes un entrepreneur chargé d'exécuter des projets censés être parfaitement étudiés. Dans la banque, par des soucis de maîtrise de coût du crédit et de la destination des fonds pour la maîtrise des risques de non-remboursement, de détournement de fonds et de précarité de l'ouvrage sur lequel va porter l'hypothèque de la banque, vous êtes embauché pour aider à la décision d'octroi de crédit et de suivi éventuel des décomptes présentés par les entreprises chargées de réaliser les travaux du client de la banque que la banque n'a pas choisi. Vous êtes un banquier. Chez l'assureur, chargé d'offrir des garanties à son client pour le dédommager en cas de sinistre, décennal, dégâts des eaux ou incendie. Vous êtes appelé à apprécier les dossiers techniques, je dis bien apprécier les dossiers techniques, à faire la visite des lieux, des ouvrages, à examiner les rapports techniques venant différents experts qui ne sont souvent rien d'autre que vos collègues, vos promotionnaires, mais situés de l'autre côté avec une autre casquette différente de celle que vous portez. Vous êtes un assureur et on attend de vous une meilleure appréciation des risques. Vous avez l'obligation de vous assurer que tous les acteurs de la chaîne ont bien rempli leur mission et que les éventuelles réserves émises ne compromettent pas la pérennité de l'ouvrage. C'est un autre métier. Dans un bureau de contrôle, vous avez une mission principale, la prévention des risques. Vous êtes appelé à valider les études faites par des bureaux d'études sous la responsabilité de vos collègues ingénieurs d'études qui souvent sont vos promotionnaires. Cette responsabilité vous incombe
de par votre fonction de contrôleur. Mais attention, sans que vous ayez la prétention que vous êtes plus compétent qu'eux. Mais vous avez juste un regard neuf. Dans une agence d'exécution privée, parapublique, internationale, ou dans un cabinet d'architecte, vous êtes souvent un gestionnaire de projet avec des fonctions principales: la formalisation des besoins, la préparation des dossiers d'appel d'offres, l'analyse des offres, le suivi des chantiers, etc. Vous êtes un gestionnaire de projet. Bien que votre formation d'ingénieur nécessite beaucoup de calculs, que je disais plus haut, l'éthique, la déontologie n'y occupent pas une bonne place. Et je vous assure, à l'absence d'éthique et de déontologie, dis bien, réduit considérablement votre chance d'évoluer vers les sommets. Et si par extraordinaire vous y arrivez, vous ne durerez pas. C'est le deuxième volet de mon exposé et vous apprécierez chacun avec votre conscience. Quand vous découvrez les opportunités que vous offre votre métier, apparaîtront des amis, différents types donneurs d'ordre pour vous contacter en tant qu'employé d'une entreprise, pour vous demander de les aider à faire une petite villa. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de s'adresser à votre entreprise. Deuxième cas, un architecte, un entrepreneur ou un particulier viendra vous trouver en tant qu'ingénieur d'études, employé dans un bureau d'études, de contrôle aussi, pour vous demander de lui faire des études de structure parce qu'il ne peut pas se permettre de s'adresser à votre cabinet qui risque de ne pas être à sa portée. Troisième cas, un entrepreneur ou promoteur extrêmement pressé ne voudra pas que vous mentionniez des réserves sur la qualité des travaux que vous contrôlez pour lui éviter de perdre des garanties d'une assurance décennale. Des entreprises essaieront de vous convaincre de valider leur décompte en vue de règlement alors que les travaux exécutés ne sont conformes ni en qualité ni en quantité. Face à ces opportunités de gains faciles qui se présenteront à coup sûr, je vous assure, vous ne pouvez pas échapper parce que vous êtes dans le BTP. Devant vous, dans un contexte en général où seule votre conscience est témoin, seule l'éthique et la déontologie professionnelle peuvent vous en sortir. Seule l'éthique et la déontologie peuvent vous en sortir. Toutes ces situations peuvent vous trouver dans des conditions précaires. Mais par expérience, je peux vous assurer que si vous respectez l'éthique et la déontologie, ainsi que la loyauté, il y a de fortes chances que vous trouveriez des situations meilleures sans que vous ayez besoin de vous compromettre. Il ne faut jamais vous laisser tenter, car la glissade est facile. Et par expérience, je vous dis, tôt ou tard, les langues vont se délier. Le secteur du bâtiment est le secteur de prédilection de la corruption. Je ne crois pas que des lois et des règlements viendront au bout de ce fléau. Je n'y crois pas. Mais plutôt la foi. Et heureusement, votre parrain vous l'a dit. Mais la foi a des valeurs intrinsèquement entretenues en vous-même. Vous, gestionnaires de projet, je vous invite à combattre le choix des offres dites moins-disantes, sans que vous vous donniez les moyens de le justifier.
Cette pratique est l'un des plus grands fléaux de la construction. Il faut que vous préparez à dire non et à le justifier et ne pas avoir la paresse de justifier parce que le code des marchés a dit qu'il faut le justifier. Enfermez-vous, passez des nuits, justifiez que ça ne passe pas. Qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous risquez? À la limite, c'est perdre votre place. Mais perdre une place, c'est comme perdre une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre. Et quand vous êtes compétent, partout où vous irez, vous travaillerez. Ce type d'ingénieur loyal vis-à-vis de son employé, compétent, incorruptible, soucieux de l'intérêt général et de l'organisation du secteur de la construction, ne doit pas se cantonner dans l'exercice seul de sa fonction. Il doit s'ouvrir à toutes les réflexions qui intéressent le secteur, en intégrant les associations, le patronat, les syndicats professionnels et toutes les initiatives des autorités administratives tendant à organiser le secteur. Quel type d'ingénieur? C'est cet ingénieur d'une grande ouverture d'esprit, capable de s'adapter à la demande aussi variée et diverse décrite plus haut, loyal vis-à-vis de son employeur, guidé par le souci de bien faire son travail, comme l'a dit M. Kenny, à juste rémunération, loin de toute cupidité. Toujours dans la dynamique de se remettre en cause, comme il vous l'a dit, et passionné de son métier. Vous n'êtes pas un ouvrier, messieurs, et ça j'insiste, parce que je le pratique. Vous n'êtes pas des ouvriers. Vous vous différenciez dans le comportement au quotidien, par l'esprit d'initiative et par l'appui technique. En guise de conclusion, je rends hommage au parrain. Il mérite vivement cet honneur qui lui est fait. Je disais qu'il a su traverser ce champ de construction latéritique avec un boubou blanc sans aucune trace de poussière. Bravo. Je vais vous dire ce qui nous est particulièrement commun. Dans son CV, je lis, c'est lui qui le dit, que le métier qu'il exerce n'est pas un gagne-pain, mais plutôt une passion qu'il vit au quotidien. Nous avons souvent besoin de modèles. Et s'il est bien choisi, il peut nous mener loin. C'est un modèle. Le livre qu'il vous a offert, qu'il va vous offrir, a pour objectif principal d'éveiller les consciences. Je dis, si tout n'est pas dans les livres, le savoir qu'on peut tirer à travers les livres est inestimable. À la célèbre maxime de François Rabelais qu'il a déjà dit, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », je réponds par cette contribution que je partage, je crois, avec l'ensemble des ingénieurs que nous sommes. Savoir-faire, sans le faire savoir, n'est que ruine de l'âme. Je m'appelle André Kenny. Je suis né en 1940 à Niagisson, dans le département de Ziguinchor. Je suis marié et père de 9 enfants. Ziguinchor est une belle ville où il fait bon vivre. J'ai fait mon cycle primaire à l'école de Boucotte à Ziguinchor de 1946 à 1952. En 1983, j'ai créé la société civile immobilière Diagui.